Adrien Ours, élève à l'ENSAT, qui est une école d'ingénieurs à Lannion. Nous allons parler des distances en astronomie. Alors, cette présentation a été préparée, comme vous le voyez, peut-être pas tout à fait, c'est Magnitude 78, qui est l'astroclub du père de la personne qui était censée présenter cette conférence. Donc nous allons parler des distances en astronomie et plus communément appelée la profondeur du ciel. Je fais un rappel mathématique de collège qui nous sera plutôt utile pour tous les calculs, notamment chez les Grecs. Donc vous avez un triangle rectangle, c'est la base de tous leurs calculs. Pythagore, peut-être que vous vous en souvenez. Donc nous avons un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Donc rectangle, ça veut simplement dire qu'ici nous avons un angle droit égal à 90 degrés et que nous avons un angle bêta et gamma ici. Et donc en mathématiques, nous avons des propriétés qui lient ces angles aux trois côtés du triangle. Donc le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est le casse-au-toit. Un peu vulgaire, mais ça marche bien. Donc C pour cosinus, S pour sinus et T pour tangente. A pour adjacent, H pour hypoténuse et O pour opposé. Donc si par exemple nous prenons l'angle bêta, si nous voulons calculer le cosinus de bêta, ce sera le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent à l'angle bêta, ce sera celui-là, et l'hypoténuse, ce sera toujours le plus grand côté des trois triangles, le plus grand des trois côtés du triangle. Donc ce sera C sur B. Le sinus de B, si on se réfère ici, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc le côté A sur l'hypoténuse, donc sur B. L'opposé de l'angle bêta, c'est bien le côté A, et l'hypoténuse, c'est toujours B. Et la tangente, si vous avez bien suivi, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé de l'angle bêta, c'est A, sur l'adjacent, c'est C. Donc ce sera A sur C, A divisé par C. Donc voilà les règles de base de la trigonométrie qui nous seront utiles pour cette conférence. Donc nous avons Aristote. Les calculs en astronomie ont commencé chez les Grecs. Alors il y en avait un petit peu chez les Égyptiens, mais vraiment les plus avancés en leur temps, c'était les Grecs, qui étaient vraiment le sommet du gratin scientifique de l'époque. Donc on commence avec Aristote en -384, -322 avant Jésus-Christ, qui, lui, a une représentation du monde bien particulière. Les Grecs, en fait, pensaient que la Terre était au centre de l'univers et que les étoiles étaient sur une voûte céleste supérieure à la Terre et que toutes les étoiles étaient sur ce même niveau, en fait. Nous avions la Terre, plus une sphère immense englobant la Terre, avec toutes les étoiles sur cette même sphère. Donc ils avaient vraiment deux mondes, la Terre et la Lune, et le sublunaire, donc tout ce qui était derrière la Lune, donc toutes les étoiles et le Soleil, qui représentaient en fait le domaine des dieux. Donc, un petit peu d'historique, les plus vieilles tablettes astronomiques connues viennent de Babylone, et donc effectivement les Grecs séparaient l'univers en deux mondes, le sublunaire et le cosmos. Le sublunaire c'était la Terre jusqu'à la Lune, et le cosmos c'était tout ce qu'il y avait derrière la Lune. Et donc le cosmos était divisé en trois parties. Il y avait les grands luminaires, donc juste le soleil et la Lune, puisque c'est bien connu, nous voyons le Soleil et la Lune bien plus gros que le reste des étoiles. Mais les autres étoiles nous paraissent toutes de la même taille, bien que nous savons actuellement que ce n'est pas le cas, elles sont toutes à des distances différentes, mais pour les Grecs, ils n'avaient aucun moyen de le savoir, donc ils les considéraient toutes à égale distance. Et les astres fixes, donc sur la sphère céleste, c'est donc les fameuses étoiles peintes sur la grande sphère englobant la Terre. Voilà. Donc nous avons Aristarque de Samos qui reprend le modèle d'Aristote, donc la Terre au centre de l'univers avec cette sphère concentrique centrée sur la Terre avec toutes les étoiles dessus. Mais lui, il s'est dit, je vais quand même essayer de calculer la distance des grands luminaires, donc le Soleil et la Lune, par rapport à la Terre. Donc il se dit, je vais calculer la distance Terre-Soleil et Terre-Lune. Et il va essayer d'établir un rapport entre les deux pour savoir à quel point la Lune est plus proche de la Terre que le Soleil. Donc pour ça, il fait le rapport Terre-Lune sur Terre-Soleil. Et donc pour ça, il se base sur
les seules mathématiques qu'ils connaissent, donc la trigonométrie grâce à Pythagore. Nous avons la Terre qui est ici, la Lune qui est là, qui fait son orbite autour de la Terre, et le Soleil qui est très distant de la Terre. Il va attendre en fait de voir la Lune en un quartier vraiment parfait en fait. Quand la Lune est ici, à cette position, la lumière du Soleil qui parvient du Soleil sur la Lune est renvoyée sur la Terre sous la forme d'un quartier. Donc la Lune n'est pas pleine, mais vraiment, elle a la forme d'un C plein ou d'un D plein. Ça dépend de si elle est ici ou ici. Donc il a attendu un soir où la Lune était vraiment à moitié éclairée. Donc il en a conclu, comme on peut le voir sur ce schéma, ici que nous avions un triangle rectangle. Rectangle ici. Et donc du coup, ici avec le Soleil, ça nous fait un angle alpha, et il utilise les propriétés que je vous ai rappelées tout à l'heure pour calculer cette distance-là et cette distance-là. Et essayer de déterminer, en faisant le rapport de cette distance sur cette distance, avec la connaissance de l'angle alpha, il essaie de déterminer donc le fameux rapport Terre-Lune sur Terre-Soleil, donc la distance Terre-Lune sur la distance Terre-Soleil, pour essayer de déterminer quelle distance ils sont à peu près. Donc je vous passe les calculs. Et en résultat, en fait, il trouve que la Terre et le Soleil sont 19 fois plus éloignés que la Terre de la Lune. C'est-à-dire que pour lui, en fait, si on devait aller sur la Lune à pied, on mettrait 19 fois moins de temps que pour aller de la Terre au Soleil. La raison pour laquelle c'est un petit peu faux, c'est que le calcul de l'angle alpha que je vous ai présenté juste avant, quand nous avions la Terre et la Lune et le Soleil ici, nous avions l'angle alpha. Ce calcul de l'angle alpha, pour les Grecs, il est quasiment impossible à déterminer de manière correcte, puisqu'ils n'ont que leurs mains pour essayer de déterminer, ils déterminent à l'œil. Et donc cette erreur sur l'angle alpha provoque une grosse erreur forcément sur le calcul de la distance. Du coup, il essaye une autre technique. Il attend qu'il y ait une éclipse de lune pour essayer de calculer d'une manière différente finalement ce rapport. Donc là, comment ça se passe? Ça va de nouveau être un jeu d'angles et d'ombres projeté sur la Lune. Donc en fait, il y a une période où la Lune est pleine, puis il va passer derrière la Terre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune, donc on ne voit plus la Lune pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, ça dépend. Et on va de nouveau la voir pleine quelques jours après. Ça, c'est tout de même assez rare, mais ça arrive. Et donc, grâce à ça, il va essayer de déterminer, comme on le voit en fait ici, en projetant l'ombre de la Terre, et avec le temps que va mettre la Lune pour parcourir cette zone d'ombre, il va essayer de déterminer cet angle-là, pour essayer de calculer la distance Terre-Lune, et reporter ça dans son calcul précédent pour essayer de trouver et d'affiner son calcul. La seule chose, c'est qu'il trouve exactement le même résultat, mais c'est parce qu'encore une fois, la mesure de l'angle grisé est quasiment impossible pour les Grecs, donc ils trouvent exactement le même résultat, mais avec la même erreur. Donc, pour résumer, il trouve 19 fois... Il trouve que le Soleil est 19 fois plus loin de la Terre que la Lune, mais même avec tous ces calculs, il arrive finalement à... C'est pas si éloigné que ça, mais c'est tout de même une grosse erreur. Mais comme on n'a pas vraiment beaucoup mieux, on se contente de ce résultat-là jusqu'au XVIIe siècle. Donc, même si ces résultats sont faux, le raisonnement est bon. Mathématiquement, c'est correct. C'est juste la mesure et les moyens de mesure à l'époque qui ne sont pas bons. Donc, très difficile de déterminer l'instant. Enfin, c'est très difficile pour eux, ils n'ont aucun moyen de chronométrer, etc. Donc, finalement, toutes les erreurs se reportent, mais l'idée est quand même bonne. Pour l'époque, c'était plutôt vraiment bon. Donc on passe à Ératosthène. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Ératosthène? Lui, plutôt que de se concentrer sur les distances Terre-Lune et Terre-Soleil, il va plutôt se concentrer sur la Terre en essayant de calculer le diamètre de la Terre. Donc là, c'est plutôt intéressant, son histoire. En fait, il a remarqué, il y a une ville, je ne sais plus exactement dans quel pays, je crois que c'est en Égypte, une ville qui s'appelle Syène, où chaque jour à midi, le soleil éclaire le fond du puits sans aucune ombre. Ça veut dire que le soleil est parfaitement aligné avec le puits. Donc là, il trouve ça intéressant, il se dit,
il y a moyen de calculer quelque chose d'intéressant. Donc, il regarde vraiment à quelle heure précisément le soleil éclaire le fond de puits. Il trouve 12h30, des poussières à peu près. Et il se dit, bon, je vais aller à Alexandrie, qui est un peu plus loin, et je vais mesurer à la même heure, parfaitement à la même heure. Alors, je ne sais pas exactement comment il a fait pour mesurer exactement à la même heure. Il doit y avoir quelques minutes d'écart, mais ça ne joue pas beaucoup. Et là, il a décidé de mesurer la taille, enfin, l'ombre projetée d'un obélisque à Alexandrie. En fait, grâce à ça, on le voit bien sur le schéma. Ici, c'est le puits. Donc, avec le soleil, il y a une certaine heure qui éclaire le fond du puits sans ombre dans le puits. Et à Alexandrie, nous avons l'obélisque ici, qui, avec le soleil qui envoie les rayons parallèles, puisque le soleil est à l'infini, donc ces rayons sont considérés parallèles, ils arrivent tous avec le même angle sur la Terre, va projeter l'ombre de l'obélisque sur le sol, et en fait, en connaissant la taille de l'obélisque et la taille de l'ombre, il peut déterminer l'angle bêta. Et donc, mathématiquement, nous avons deux rayons parallèles, coupés par une même droite, donc cet angle bêta que nous avons ici, nous le retrouvons là. Et donc, en mesurant cette distance-là, et en connaissant cet angle-là, on pourra connaître cette distance-là. Et cette distance-là, c'est le rayon de la Terre. Et donc, comment est-ce qu'il a mesuré cette distance D entre Alexandrie et le puits de Sienne? La légende raconte qu'il aurait fait ça à dos de chameau, puisque le chameau est connu pour avoir un pas très très régulier. Chaque pas de chameau fait exactement la même taille, enfin la même distance. Et du coup, il a compté ça en pas de chameau. Il n'avait pas encore le système métrique à l'époque, donc c'est plutôt intelligent de sa part. Et donc, on a les résultats. Bêta valait 7 degrés. Donc l'angle bêta valait 7 degrés. Et il trouve la distance. Donc le D égale 820 km. Donc Alexandrie et Sienne étaient séparés de 820 km. Donc convertissez ça en pas de chameau, je ne sais pas. Mais il trouve que le rayon de la Terre, en tout cas, fait 13 400 km. Et donc là, c'est étonnamment précis pour l'époque, puisqu'on a seulement 5% d'erreur. Donc, avec des moyens tout simples, il arrive à déterminer le rayon de la Terre. Et pour l'époque, c'est vraiment très très impressionnant. 5% d'erreur, c'est pas mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais sur certaines expériences aujourd'hui, sur des trucs vraiment pointus, nous arrivons à 20% d'erreur. Donc, pour l'époque, c'était vraiment une révolution. Ensuite, nous avons, c'est encore Hipparque, Eratosthène, donc Hipparque de nouveau de la même école. Alors lui, il pousse les lois de la trigonométrie un peu plus loin. Il essaie de calculer la distance Terre-Lune et de comparer ça au diamètre de la Terre, pour essayer, encore une fois, de déterminer à quelle distance se trouve la Lune. Et donc pour ça, il utilise de la trigonométrie vraiment très poussée. Là, ça risque d'être assez compliqué pour vous l'expliquer, mais par un jeu d'angles et de triangles rectangles, encore une fois, il va déterminer les différents angles que nous avons là. En déterminant ces angles-là et cet angle-là, il peut déterminer l'angle bêta qui est ici. Et après, par un jeu de calcul de trigonométrie, il peut déterminer cette distance-là, à peu près, et déterminer également cette distance ici. Il faut juste savoir qu'ils n'ont aucun moyen de mesurer juste une distance. Vraiment, la distance Terre-Lune et Terre-Soleil, ils ne pourront pas l'avoir de manière chiffrée, ils pourront juste avoir un rapport des deux. Ils pourront dire cet objet est 2 fois plus loin que celui-là, ou ils pourront juste avoir un rapport. Car mesurer, c'est très difficile pour l'époque. Ils n'ont aucune référence, ils n'ont aucun moyen de vérifier ça. Par contre, ils peuvent vérifier mathématiquement le rapport des deux, donc vraiment réfléchissent par rapport et non juste par... ils prennent un couple de valeurs plutôt qu'une seule des deux valeurs parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'une sans avoir l'autre en fait. Ils sont obligés d'avoir les deux, mais pas une seule. Avoir une seule des deux, c'est impossible. Voilà. Et donc, Hipparque trouve que la distance Terre-Lune vaut 433 000 km, sachant que la vraie distance, c'est 380 000 km. Donc, c'est plutôt, encore une fois, un bon ordre de grandeur avec un tout petit peu plus de pourcentage d'erreur, mais c'est quand même très très bon pour l'époque.
Ensuite, nous avons Ptolémée qui va proposer un nouveau modèle cette fois. Donc, il va considérer que toujours la Terre au centre de l'univers. Ça, c'est vraiment la vision de l'époque. Il va cependant reprendre le modèle d'Aristote en se disant la Terre au centre avec des sphères concentriques ayant pour centre la Terre, c'est bien joli, mais ça ne marche pas très bien avec ce qu'on observe. Donc là, il va se dire, en fait, c'est peut-être pas tout à fait des cercles qui vont décrire le mouvement des planètes et des étoiles, mais plutôt des cercles, mais qui vont un petit peu bouger, être un peu écrasés, c'est ce qu'on appelle des ellipses. Et donc là, il va essayer de décrire avec un peu plus de précision le système d'Aristote. Donc, il remarque, je suis désolé, en fait, que les planètes suivent plutôt des épicycles plutôt que des cercles. Et donc, ce modèle, donc les épicycles, voilà, Ptolémée, en fait, va plutôt dire que ça va faire un peu comme la roue d'un vélo. Vous savez, vous avez votre roue de vélo, et sur les rayons de la roue, vous avez souvent le petit badge orange qui permet aux voitures de vous voir de loin. Si vous regardez bien le mouvement de ce badge orange lorsque le vélo roule, vous voyez qu'il ne fait pas un cercle, mais plutôt une sorte de petite boucle comme ça. Donc en gros, ce serait, plutôt que d'avoir une planète qui fait un simple cercle, ce serait une planète qui ferait un petit tour sur un cercle, et que ce cercle-là ferait le tour de ce gros cercle. C'est ce qu'on appelle un épicycle. Et donc du coup, les planètes auraient plutôt, non pas une forme, n'auraient pas une trajectoire circulaire, mais une trajectoire vraiment bouclée à la manière des pétales d'une fleur. Pour vous donner une idée. Et donc ce modèle marche plutôt bien, c'est ce qu'on appelle le point équant. Donc le point équant, c'est le point qui bouge en suivant un cercle qui suit lui-même un cercle. Et ce modèle-là, il marche étonnamment bien pour la plupart des étoiles, la plupart des planètes. Et donc du coup, on se dit, ouais, c'est très très bien. Le seul désavantage de ce modèle-là, c'est que mathématiquement, il devient beaucoup plus complexe que des cercles. Puisqu'effectivement, là, il faut faire des calculs de rotation, et ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Mais on n'a pas mieux, et donc du coup, on reste avec cette optique d'épicycle jusqu'au Moyen-Âge, où le Moyen-Âge, vous devez vous en douter, la science, elle n'est pas très bien vue. Les choses ont été établies, les écoles grecques ont été posées, on préfère ne pas y toucher parce que c'est bien. Et ça correspond bien avec la vision divine que l'on se fait, donc avec la Terre au centre, l'homme parfait, et des formes géométriques parfaites. Mais Copernic, lui, arrive quand même à prouver que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc, Copernic, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit que c'est le premier à dire, avec Galilée ensuite qui reprendra l'idée, que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers. Enfin, il faut bien comprendre que pour eux, l'univers, c'est vraiment la Terre et le Soleil, et il n'y a rien d'autre derrière. Donc, lui, il affirme que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais le Soleil. Et là, tout de suite, l'homme n'est plus au centre de l'univers, donc au Moyen-Âge, on n'aime pas trop ça. Il risquait le bûcher dès qu'il publiait un article, donc finalement, il attendait la fin de sa vie pour expliquer. Et donc, il va, en partant du principe que le Soleil est au centre du système solaire, il va quand même réussir à établir un modèle mathématique pour chaque planète. Donc par exemple, si on a une planète P, représentée ici par ce point, il va attendre que ce soit l'angle bêta qui soit au maximum, et donc là, il va pouvoir en déduire que cet angle ici est droit. Puisqu'on voit bien que si on reprend le point P un tout petit peu plus bas, l'angle bêta sera plus petit. Et si on le prend un peu plus loin, par exemple ici, de nouveau, l'angle bêta sera légèrement différent. Du coup, il fait plusieurs mesures sur plusieurs mois et attend vraiment de voir une planète avec l'angle bêta au maximum. Et donc, comme la distance Terre-Soleil a plus ou moins été calculée avant par les Grecs avec leur rapport, il va essayer de déterminer comme ça la position de chaque planète, la distance de chaque planète par rapport à la Terre. Et donc, il va faire ça pour toutes les planètes connues à cette époque-là du système solaire, et il va essayer de cartographier le système solaire. Donc, il utilise les mêmes règles de mathématiques
que je vous ai rappelés. Et donc il trouve des résultats plutôt cohérents avec ce qu'on a aujourd'hui. Juste pour en revenir, depuis tout à l'heure, je vous parle en kilomètres. Sachant qu'à l'époque, donc, je vous l'ai dit, il n'avait aucun moyen de savoir la distance précise entre la Terre et le Soleil. Donc là, il parlait d'unité astronomique. C'est-à-dire que la distance Terre-Soleil, c'était considéré comme une unité astronomique. Et après, il disait la distance entre T et P, c'est 0,7 unité astronomique. Ou il fonctionnait par rapport, parce qu'il n'avait aucun moyen de connaître la valeur exacte de l'unité astronomique, UA. Et donc, par exemple, pour Mercure, il trouve que l'angle β max vaut 24 degrés. Et donc, la distance entre Mercure et le Soleil vaut 0,38, enfin 387 UA. Donc, ça veut dire que, selon ses calculs, Mercure serait à un tiers de la distance. On aurait le Soleil, la Terre, et Mercure se trouverait à un tiers de la distance entre les deux, donc à peu près ici. Et donc, il fait ça pour chaque planète. Pour Vénus, il trouve, donc Vénus est entre Mercure et la Terre, et donc là, il trouve que c'est à 0,723, donc c'est-à-dire que là, on a le Soleil, là, on a la Terre, Mercure, Vénus. Et après, il fait ça pour les planètes qui sont derrière la Terre, puisque le schéma que je vous ai présenté avant fonctionnait bien pour les planètes qui étaient à l'intérieur. Forcément, si je reviens dessus, si la planète est derrière la Terre, ça devient difficile de mesurer l'angle β avec cette méthode. Donc il trouve un autre moyen pour les planètes qui sont extérieures à la Terre. Il attendait en fait que la planète en question derrière la Terre se trouve parfaitement alignée avec la Terre, donc en la voyant avec un angle vraiment précis, pour que l'angle entre la planète ici, la Terre et le Soleil forme un angle droit. Il déterminait ainsi l'angle β et par le calcul, il trouvait cette distance-là. Mais pour déterminer cet angle β, donc, il avait besoin de deux positions pour la planète. Donc cette position-là, là où ça forme un angle droit, et cette position-là. Et en fait, grâce à ça, il trouvait l'angle β qui lui permettait de calculer la distance de la planète au Soleil. P1 et P2, c'est la même planète, c'est juste deux positions différentes. Donc, voilà, avec le rapport du temps, on pouvait déterminer la distance P1, P2. C'est un simple cercle, on parcourt cette portion de cercle en tel temps, donc on peut estimer la distance. Donc, je passe le calcul. Et donc, par exemple, pour Jupiter, il trouve que la distance entre la planète P, Jupiter et le Soleil vaut 5 UA, c'est-à-dire que Jupiter est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Donc si on reprend Soleil, Mercure, Vénus, Terre, et sur le mur, j'ai Jupiter. Et donc on arrive quelques années après avec Kepler, qui est bien connu. J'avais mis une image, mais elle n'apparaît pas. Ah si, elle est là. Donc Kepler, lui, c'était l'élève d'un enseignant, j'ai oublié le nom de l'enseignant, de Tycho Brahe, voilà, c'est écrit. Tycho Brahe, en fait, a fait plusieurs observations sur plusieurs années, en fait. Alors, c'est un peu compliqué, vous le voyez au schéma, en fait, ici. Il a pris la position, à chaque fois, d'une planète et il attendait qu'elle soit à l'opposé de cette position. C'est-à-dire qu'il observait, donc la Terre est ici. Il attendait de voir une planète, par exemple, qui se trouvait ici, et il attendait ensuite qu'elle soit à l'opposé ici. Et donc il a fait ça sur plusieurs années, puisque forcément, la Terre fait le tour du Soleil en un an, mais cette planète qui fait ce tour-là, elle ne le fait pas forcément en 6 mois, elle le fait peut-être en 2 ans, ça dépend de la vitesse de la planète. Donc en fait, il va à chaque fois attendre que la planète soit là, et attendre plusieurs années qu'elle soit à l'opposé. Et donc en fait, en prenant plusieurs positions comme ça, en fait, il va réussir à tracer une courbe en quelque sorte. Vous avez un point ici, un point là, un point là, un point là. Il va relier chaque point, un peu comme les cahiers de coloriage pour les enfants. Vous avez plusieurs points, il faut relier les points entre eux. Et donc en faisant comme ça, il arrive à déterminer de la trajectoire des planètes. Et donc Kepler, qui était l'élève de Tycho Brahe, a pris tous ces résultats
et grâce aux différents points que Tycho Brahe a réussi à trouver, a mis en évidence que ce n'était pas tout à fait des cercles qui étaient décrits par les orbites des planètes, mais des ellipses. Et donc il en déduit les 3 lois de Kepler, que nous voyons normalement aussi au lycée. Donc la première loi de Kepler, c'est la loi des orbites. Donc il la publie paradoxalement en second, mais par la communauté scientifique, elle est considérée comme étant la première loi. Donc la première, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. Alors une ellipse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un cercle un petit peu aplati, un peu comme une ovale. Mais pour tracer une ellipse, en fait, il nous faut 2 centres. Si vous prenez 2 points, vous prenez un piquet et un deuxième piquet, vous prenez une corde qui relie les deux, et vous prenez un stylo relié lui aussi par des cordes aux deux piquets. Et là, vous faites votre tracé de manière à ce que chaque corde soit toujours tendue, et en fait, vous obtenez une ellipse. C'est un cercle, mais avec 2 centres. C'est un petit peu compliqué peut-être à imaginer, mais dites-vous bien, j'ai mon piquet ici, mon piquet là. Imaginez une corde entre moi et mon ordinateur, par exemple, et le piquet virtuel qui est là. Et si vous faites en sorte que les cordes soient toujours tendues, vous allez obtenir non pas un cercle, mais une ellipse. Donc il y a 2 centres pour une ellipse, et le Soleil serait l'un de ces centres. Voilà pour la première loi. Pour la seconde loi, c'est la loi des airs. Donc c'est la première qui est publiée. Il dit simplement que les rayons vecteurs Soleil-planète balayent des aires égales en des temps égaux. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le... J'ai perdu mon micro. Nous avons le schéma juste au-dessus qui l'illustre bien. Pour une planète donnée, nous avons une position P1, une position P2, une position P3, P4 et une position P5, P6. Et le Soleil. Le rayon vecteur, ici, c'est simplement le rayon qui va du Soleil jusqu'à la position P1, du Soleil à P2, du Soleil à P3, du Soleil à P4, etc. Et donc ça veut dire quoi? Que si nous avons une planète qui se déplace donc sur cette ellipse, si nous prenons par exemple une période de t, on va dire 1 mois, si la planète est ici, en 1 mois, elle va parcourir tout ça. Si la planète est là, en 1 mois, elle va parcourir seulement cette distance. Et pourquoi? Puisque si on regarde la surface grisée ici et la surface grisée ici, elles sont égales, elles doivent être égales. Donc ça veut dire, vous avez bien conscience, si par exemple j'ai mon bras qui est ici, pour balayer la surface d'air ici, je fais comme ça. Si j'ai un bras beaucoup plus grand, pour parcourir cette même surface d'air, vu que mon bras est beaucoup plus long, j'aurais besoin juste de le déplacer un tout petit peu. Si je le déplace du même angle, je vais balayer beaucoup plus d'air. Donc ça traduit quoi? Ça veut dire que plus la planète est proche du Soleil, plus elle va se déplacer vite. C'est un peu comme si, plus on se rapprochait du Soleil, comme si le Soleil était un aimant, hop, on accélère dès qu'on est proche du Soleil, et dès qu'on en est éloigné, on se déplace tout doucement. Donc ça, c'est pour la seconde loi. Et la troisième loi, c'est la loi des périodes. Donc là, c'est un petit peu plus mathématique, peut-être. Nous avons grand T, c'est la période de révolution de la planète, donc le temps que met la planète à faire un tour. Et R, c'est le demi-grand axe, donc nous avons, pour une ellipse, puisque c'est un cercle écrasé, nous avons un grand axe, et nous avons un petit axe. Donc c'est un grand diamètre, un petit diamètre, en quelque sorte. Et puisque petit axe est le demi-grand axe, c'est la moitié de cette grande distance. Et donc, la troisième loi, c'est une loi vraiment mathématique, qui dit que la période au carré sur le demi-grand axe au cube est une constante. Donc en gros, si nous connaissons la période de révolution d'une planète, donc nous pouvons le déterminer simplement avec des observations. On la voit là, à ce point-là. On attend combien de temps il se passe avant qu'on la revoie exactement à cet endroit-là. Ça nous donne la période, ça peut être 3 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 80 ans. Et en connaissant sa période, on peut en déterminer. On peut déterminer petit r, et donc on peut déterminer à quelle distance elle se trouve du Soleil. Donc c'est une autre manière de calculer une distance des planètes par rapport au Soleil. Là on arrive encore un peu plus loin, donc il y a un peu moins longtemps,
ça commence à remonter, mais les techniques s'affinent, les techniques mathématiques s'améliorent et les lois physiques également. Enfin, on commence à les comprendre un petit peu mieux. On a Cassini qui a pour objectif de déterminer la fameuse unité astronomique qui jusque-là était l'unique mesure que nous avions, c'était l'unique référence que nous avions. Et donc lui, il s'est dit, je vais essayer de la mesurer vraiment, combien de kilomètres est-ce que ça fait. Alors c'était pas les kilomètres encore à cette époque-là, mais combien de miles ça fait, combien de nœuds ça fait. Et donc pour ça, il utilise une technique mathématique un petit peu poussée, c'est les parallaxes. Et donc en fait, puisque le Soleil vient de très très loin, la lumière du Soleil vient de très loin, ce sont des rayons infinis, donc ils arrivent tous sur la Terre avec la même orientation. Et donc en fait, avec un jeu d'angles, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque là c'est des mathématiques quand même assez poussées, avec un jeu d'angles, il va réussir à déterminer cette fameuse UA. Et donc normalement, combien il trouve? Il trouve que 1 UA vaut 143 millions de kilomètres. Je crois que c'est un petit peu faux quand même. C'est assez proche, mais encore une fois, c'est un petit peu éloigné. Et donc après, il va essayer d'affiner son résultat avec différentes méthodes. Donc une fois, il va se servir de la Terre, il va se déplacer sur la surface de la Terre en fait. Donc nous avons la surface de la Terre, il va se placer ici, il va faire ses mesures. Il va se déplacer et faire les mêmes mesures en pointant la même étoile à un autre endroit assez distant de la Terre. Il sait quelle distance il a parcouru, donc il connaît la valeur d. Il a réussi à mesurer les angles bêta et alpha, donc il peut mesurer l'angle delta, et donc ainsi déterminer la distance Terre-Soleil. Ou alors, il peut aussi attendre et se servir de la Terre comme un point finalement. Donc là c'est le Soleil, là c'est la Terre, et il va attendre que ce soit la Terre qui se déplace par rapport au Soleil pour essayer de déterminer. Donc encore une fois, il peut calculer t, puisqu'il suffit de calculer combien de temps... Il suffit d'attendre un temps donné et on calcule la distance t comme ça. Et donc en se référant à une étoile fixe lointaine, on calcule alpha, bêta, et donc on détermine delta. Et donc on peut trouver grâce à delta la nouvelle distance Terre-Soleil d'une manière différente. Et donc si en mesurant d'une manière différente on trouve le même résultat, ou plus ou moins proche, on peut affiner ces calculs et donc dire effectivement cette valeur que j'ai trouvée est exacte. Donc maintenant, pour l'époque, on connaît la distance Terre-Soleil, c'est acquis. Et donc on va essayer de déterminer la distance par rapport aux autres étoiles. On connaît la distance de la Terre au Soleil, et la distance des autres planètes par rapport au Soleil, mais on ne connaît pas encore la distance des étoiles lointaines par rapport à notre Soleil ou par rapport à la Terre. Donc on connaît bien le système solaire, mais on ne connaît pas ce qu'il y a au-delà. Et donc pour ça, on va utiliser encore une fois des angles et des distances, toujours les mêmes lois trigonométriques. Donc là, de nouveau, nous avons le Soleil, avec la Terre qui parcourt son ellipse autour du Soleil. Et donc on va attendre cette fois, par exemple on va attendre l'été puis l'hiver, et on va pointer la même étoile. Puisqu'on est à une distance T1 et la distance T2, enfin la position T1 et la position T2, on connaît la distance D ici qui est la même qu'ici, puisque c'est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Puisqu'on connaît ça, on peut déterminer la distance D en calculant l'angle bêta qui est ici, en pointant une étoile fixe. Il faut fixer la même, évidemment. Et donc, comme ça, on peut déterminer la distance D qui sépare le Soleil de l'étoile. Et donc, on va pouvoir faire ça sur beaucoup d'étoiles pour essayer un peu de se positionner dans l'univers. Donc voilà, fin 17e, on a une bonne connaissance de la taille du système solaire, mais on ne connaît pas ce qu'il y a au-delà. Donc voilà, on trouve de nouvelles... on trouve ainsi de nouvelles méthodes pour calculer où est-ce que nous sommes dans l'univers. Et donc là, on arrive dans les techniques les plus récentes, c'est la magnitude des étoiles. Donc la magnitude, il ne faut pas avoir peur du terme, c'est tout simple. La magnitude, c'est simplement la luminosité d'une étoile. Magnitude et luminosité, c'est la même chose. C'est synonyme. La magnitude apparente, en fait, c'est lorsqu'on observe une étoile, on la voit d'une certaine lumière, c'est la magnitude apparente, on se dit elle brille tant. C'est ce qui nous apparaît sur Terre. Mais la magnitude absolue, c'est si on place une sonde proche de cette étoile,
ben, la sonde va recevoir sa vraie magnitude, et donc là, ce sera la vraie magnitude de l'étoile, donc la magnitude absolue grand M. Et donc, voilà, la magnitude absolue, c'est la magnitude qu'auraient les astres s'ils se trouvaient à 10 parsecs. Les parsecs, c'est une unité astronomique, encore une fois. Je ne sais plus exactement combien de kilomètres ça fait, mais 10 parsecs, c'est... On a une distance fixe de cette étoile. Qu'est-ce qu'on mesurait finalement comme magnitude apparente? Et ça deviendrait la magnitude absolue. Et donc, on a une formule qui dit que grand M, c'est petit m plus 5 moins le logarithme de d, avec d la distance en parsec. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que si on pointe une étoile avec un télescope sur Terre, on mesure petit m, et si on envoie une sonde, ou si on, avec des calculs théoriques, on arrive à déterminer grand M, bien, en connaissant petit m et grand M, finalement, on peut connaître d. Il suffit de l'isoler dans la formule, on aurait log de d égale petit m plus 5 moins grand M, hop, on applique la fonction exponentielle qui supprime la fonction logarithme et on détermine petit d comme ça. Donc c'est une nouvelle méthode un peu plus récente sur le calcul de d, et c'est celle dont on se sert aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, le Soleil a une magnitude apparente de moins 27. Il faut savoir que la magnitude, c'est en échelle logarithmique inverse, c'est-à-dire que plus le chiffre est bas, plus c'est brillant. Donc on se doute bien que le Soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est celle qui nous apparaît la plus brillante, donc c'est celle qui a la magnitude apparente petit m la plus négative. Donc le Soleil est à moins 27, tandis que Sirius, qui est une étoile assez distante, nous apparaît comme étant à moins 4. Mais si on regarde leur magnitude absolue, le Soleil n'est qu'à 4,5 et pas à 27, donc il est beaucoup moins brillant que... Si la Terre était à 10 parsecs du Soleil, il nous apparaîtrait avec une magnitude de 4,5, donc il serait beaucoup, beaucoup moins brillant. Par rapport à Sirius, qui elle est de 1,4, donc au final. Et donc, comment est-ce qu'on détermine cette fameuse magnitude absolue? Donc nous avons pour ça les Céphéides, qui sont des étoiles. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Céphéides? C'est parce que les premières ont été trouvées dans la constellation de Céphée, donc on les a nommées Céphéides, pour rappeler comment est-ce qu'on a trouvé la technique. On a remarqué qu'il y avait des étoiles, donc les premières ont été observées dans la constellation de Céphée, qui avaient une luminosité variable, c'est-à-dire qu'en fonction du moment où on la regardait dans l'année, l'étoile ne brillait pas de la même manière. Et donc on a fait des observations et des mesures de luminosité, et on a pu tracer la courbe juste à côté, la luminosité absolue en fonction de la période en jour. Si par exemple on voit l'étoile qui est vraiment très brillante, au moment où on l'observe de la manière la plus brillante, elle est ici, à 0, à moins 1. L'expérience commence. On attend 10 jours, sa magnitude apparaît à... c'est un plus ici, plus 4. Donc ça veut dire qu'elle brille un peu moins. On attend encore 10 jours, donc on arrive à 20 jours. Elle apparaît de nouveau encore plus faible, donc elle est à plus 5. Et plus on avance, plus elle devient faible en puissance. Jusqu'au jour où elle a fini de faire la moitié de son tour, donc elle se rapproche à nouveau, et donc on la voit à nouveau de plus en plus brillante. Et donc grâce à ces mesures, on a pu déterminer cette petite courbe, et donc en fait, grâce à cette courbe, ça sert un petit peu de courbe de référence. Quand on a une étoile dont on connaît la période de révolution, par rapport à notre planète, par rapport à la Terre, on peut déterminer sa magnitude absolue, et donc on connaît grand M, et donc si on la réinjecte dans l'équation que je vous ai dit tout à l'heure, grand M égale petit m plus 5 moins log de d, on peut déterminer la distance de cette étoile par rapport à la Terre. Si par exemple on prend une étoile qui a une magnitude apparente de 5 et une période de 20 jours, c'est-à-dire qu'on la voit, puis 20 jours après on la voit exactement au même point, c'est sa période, eh bien le diagramme nous donne m égale moins 5. Donc oui, effectivement là c'était des moins. Donc elle nous apparaît un peu plus brillante, pouf, ici. Donc on trouve m égale moins 5, et donc hop, on remplace dans cette fameuse équation, et on trouve que d vaut 1000 parsecs, c'est-à-dire que nous sommes à 1000 parsecs de cette étoile. Et donc ça, c'est une des manières les plus modernes et les plus récentes de déterminer la distance de la Terre par rapport aux étoiles. Et donc cette méthode est applicable au-delà de notre Voie lactée, jusqu'aux galaxies les plus proches. Mais il y arrive bien une limite quand même à cette technique, puisque quand les étoiles sont trop loin, on ne les détecte même plus, donc calculer leur magnitude, ça devient... Leur magnitude apparente
n'est pas mesurable puisqu'on ne les voit plus. Mais donc pour ça, il faut attendre qu'il y ait ce qu'on appelle des novas et des supernovas. Et donc ça, c'est une nova ou une supernova, c'est lorsqu'une étoile meurt. Elle libère tout le gaz qu'elle contient, et s'ensuit forcément une grosse explosion lumineuse. Et cette luminosité, on a remarqué qu'elle était toujours constante. La magnitude absolue d'une nova, c'est toujours -7. C'est-à-dire qu'avec une magnitude de -7, je vous rappelle que le Soleil est à -4,5. Donc quand l'étoile explose, elle est plus brillante que le Soleil, donc on la voit de beaucoup plus loin. Et donc, lorsqu'une étoile explose et forme une nova, on peut la détecter. Donc on détermine alors sa magnitude apparente, sa magnitude absolue, et on détermine alors sa distance. Donc encore une fois, un exemple. Si on trouve une nova, donc on la détecte puisque sa magnitude absolue est de -7, on peut la mesurer, enfin on la voit dans le ciel, du coup avec nos télescopes on arrive à mesurer, finalement puisqu'on l'a trouvé, on arrive à mesurer petit m, donc on trouve petit m égale plus 15, et donc du coup on connaît grand M qui vaut -7, c'est une constante, dans le cas d'une nova, et on connaît petit m, donc on réinjecte dans l'équation et on trouve D. Bien sûr ça c'est un exemple à 818 000 années-lumière, on est pile entre la Voie lactée et Andromède, donc il n'y a aucune étoile, mais c'est pour l'exemple. Et une supernova, donc c'est comme une nova, sauf que au lieu d'être à une magnitude de -7, c'est une magnitude de -21. Donc 3 fois plus brillante que la supernova, qui est déjà 2 fois plus brillante que le Soleil, pour nous. Et enfin, là c'est la dernière technique, c'est la technique avec les céphéides et les novas, c'est la deuxième technique moderne, et ce sont les deux seules qu'on utilise actuellement. Enfin, on en utilise d'autres d'avant, mais on ne connaît aucune autre technique. C'est le décalage spectral. Peut-être que vous connaissez l'effet Doppler. C'est le fameux décalage d'une onde lorsque vous vous déplacez par rapport à la source qui émet de l'onde. Par exemple, vous l'avez déjà tous expérimenté avec les sirènes de pompiers. Si vous êtes sur le banc à côté de la route et que le camion de pompiers passe avec sa sirène allumée, vous avez sans doute remarqué que plus il s'approchait, plus le son devenait aigu. Qu'au moment où il passait au niveau de votre oreille, il y avait un espèce de décalage des aigus vers les graves, et lorsqu'il s'éloignait, de nouveau, le son redevenait grave. Et donc ce décalage sonore, c'est l'effet Doppler qu'on retrouve aussi en optique. Un autre exemple aussi, si vous roulez en voiture, et que vous roulez à côté d'une rangée d'arbres, c'est pareil, de 2 mètres chacun, et qu'un kilomètre plus loin, vous avez cette même rangée d'arbres espacée de 1 mètre aussi. Vous avez l'impression que les arbres qui sont proches de vous passent à côté de votre fenêtre beaucoup plus vite que les arbres qui sont 1 kilomètre plus loin. Les arbres qui sont 1 kilomètre plus loin, vous les voyez bouger tout doucement, mais les arbres devant vous, vous les voyez bouger à toute vitesse. Et donc ça, c'est l'effet Doppler, mais en optique. Et donc l'effet Doppler, ça s'applique aussi en astronomie, puisque l'univers n'est pas statique, l'univers s'étend, ça vous le savez sans doute. Mais puisqu'il s'étend, les étoiles sont en mouvement par rapport à nous. Elles s'éloignent de nous, donc c'est comme pour l'ambulance, une fois qu'elle est passée à votre niveau, elle s'éloigne de vous, donc le décalage se fait. Et donc là, ça se traduit par un décalage dans la lumière. Vous savez que le spectre lumineux, ça va du rouge, enfin du bleu vers le rouge, donc l'arc-en-ciel en quelque sorte. Et bien quand une étoile s'éloigne, ce spectre a tendance à se décaler, et du coup on ne voit presque plus la lumière bleue, mais on voit beaucoup la lumière rouge de l'étoile. Donc lorsqu'une étoile s'éloigne de nous, on a tendance à la voir rouge. Par contre, si elle se rapproche de nous, on a tendance à la voir bleue. Et donc en fait, avec ce décalage vers le bleu et vers le rouge, on peut déterminer sa vitesse, et donc sa position, puisqu'on connaît le temps qu'elle part. On connaît sa vitesse, et pendant une période donnée, on sait quelle vitesse elle a, donc on détermine sa distance parcourue, donc on peut déterminer la distance à laquelle elle se trouve par rapport à nous. Et donc, est-ce qu'il y a des exemples ici ? Non, on nous rappelle juste que 1 parsec, ça vaut presque 10 puissance 13 km, donc ça fait beaucoup. Il faut bien se rendre compte que les distances en astronomie, c'est quelque chose de très difficile à évaluer. Donc on a beaucoup de techniques, comme on l'a vu. Les techniques les plus modernes sont beaucoup plus précises que les anciennes, mais cela reste tout de même assez difficile de savoir précisément à quelle distance se trouvent les objets, puisque ce sont des distances tellement immenses que même l'esprit humain a du mal à le représenter. 10 puissance 13 km, c'est vraiment très très grand. Donc
ça devient compliqué de se représenter ça à l'échelle humaine. Et donc c'est pour ça que les distances en astronomie sont aussi compliquées à déterminer.